Le sujet attendu, évidemment, on parle d'immigration ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, avec peut-être quelques chiffres. On parle de 20 000 migrants partis de divers horizons du monde pour rejoindre le pays de l'oncle Sam. Alors, c'est un sujet qui nous a paru pertinent, suffisamment pertinent pour être ramené encore ce matin, le Nicaragua. Ouais. Plusieurs Guinéens, on a vu sur la toile, on a vu photos, dans des familles, plusieurs Guinéens qui disent « Allons au Nicaragua, allons-y, allons-y, allons-y ». L'idée, c'est de prendre vol après vol la destination des États-Unis en passant par le Nicaragua pour remonter, aller au Mexique. Et on sait bien la proximité territoriale entre le Mexique et les États-Unis. La contiguïté, j'ai envie même de dire. Et donc, l'idée, c'est d'aller jusque-là et de pouvoir traverser. On découvre donc un territoire qui, jusqu'à ces dernières années, n'aurait rien dit à un Guinéen, même qui aurait fait de bonnes études jusqu'à un certain niveau. Nicaragua, Uruguay, on se serait dit, mais c'est quoi ce type de pays dont le nom ressemble beaucoup à... Comment s'appelle le crocodile, l'autre là? Il y a... Botswana. Oui, Botswana, voilà. Donc, un nom plutôt proche de ça ne nous évoquait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, Lamine, c'est clair. C'est la destination prisée. Quand tu dis Nicaragua, tout de suite, le Guinéen général va l'associer avec les États-Unis, va l'associer avec l'Eldorado. Et donc, ce qui se passe, dès l'annonce de ce sujet, mais j'ai même plus idée du nombre de réactions qu'on a reçues pour nous dire le sujet que vous venez d'évoquer. Je pense qu'il faut y revenir. Il faut y revenir parce que c'est un sujet prégnant. Des témoignages en particulier, quand on parlait de 4 millions de francs CFA, 6 000 euros, hier, je reçois cette réaction qui me dit, mais vous parlez de ça? Il dit, moi, jusqu'à ce que mon petit frère arrive, c'est un de mes contacts, il y en a d'autres par ailleurs, et certains même qui décident, si nous le souhaitons, réagir même ce matin dans cette émission, et qui nous disent, moi j'ai dépensé au moins 15 000 euros, et il est arrivé difficilement aux États-Unis. Le mois prochain, je dois lui envoyer 1 000 euros, parce que nous avons engagé un avocat pour l'aider à avancer. Ça, c'est pour les plus chanceux. C'est pour les plus chanceux qui ont de la famille et ils le rappellent. Y a-t-il des drames? Parce qu'on en parle peu. Oui, Lamine, mais il y a des drames. Hier, on évoquait le cas du chauffeur dans le bus qui s'est fait, qui a pris une balle. Et il y a d'autres témoignages. Je parlais avec un collègue, je ne sais plus lequel, au téléphone d'ailleurs, qui me disait, mais je parle avec un de nos compatriotes qui est parti, il est arrivé, il n'y a plus d'argent, il ne peut pas avancer, il ne peut pas revenir, c'est pas par la mer, il faut payer un billet d'avion pour revenir, sauf qu'il n'a plus d'argent, nous sommes abandonnés à nous. Et le monsieur lui rappelle que si tu t'oublies, ne serait-ce qu'un tantinet, il est possible que tu te prennes une balle ou une horde de personnes répressives qui viendraient en vouloir à vous. Et donc, Lamine, il y a un ensemble de périls sur ce chemin. Les nombreux périls qu'il y a, on en a souvent parlé. Et j'imagine que c'est inutile de devoir revenir là-dessus, mais... je parlais par exemple des dames qui quittent ici et qui finissent par arriver. Mais sur le cas libyen par exemple, sur cette trajectoire... Justement, c'est l'autre question que je me pose en fait, à savoir un petit peu ces calvaires-là, parce qu'on sait qu'il y a des viols, on sait que les gens meurent et tout ça, sauf que pour le cas Nicaragua, j'entends moins de morts en fait. Lamine, c'est l'autre question peut-être qu'il faille se poser. Il est évident qu'il y aura moins de morts. Parce que c'est pas la mer que l'on prend dans des embarcations de fortune. Il n'y aura pas ça. En revanche, rien ne dit que les abus sur les gens qui quittent la Guinée, le Sénégal, l'Afrique pour rejoindre ces espaces-là, rien ne nous dit qu'il y aurait des abus mineurs. Ça, rien ne le dit. Parce qu'il faut quand même rappeler que jusqu'au Mexique, on peut espérer que tu ailles par vol. Mais à la traversée de la frontière, il y a des passeurs et là-bas il n'y a pas de droit, vos histoires de droit de l'homme, et ils s'en foutent, il n'y en a pas. Leur seul droit, c'est le leur, ceux qu'ils vous imposent. S'il y a des abus sur vous, et peut-être qu'un jour vous allez accepter d'en parler, mais souvent, Lamine, vous ne trouverez pas une personne, même sur 100, qui vous dirait, moi je suis allé sans aucun heurt. Ça,
ce serait mentir. Voilà, Tamba, on va revenir dans la troisième partie de l'émission avec des témoignages ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission, avec quelques Guinéens qui vont intervenir évidemment par téléphone, mais aussi par vidéo. On revient à 11h. Tous les matins sur Radio Espace, dernière ligne droite évidemment. Merci à vous qui nous rejoignez dans cette émission. Le Nicaragua, donc la nouvelle voie de l'immigration guinéenne. On essaie de comprendre ce matin, Mohamed Ali, le phénomène. Évidemment, Tamba évoquait quelques chiffres à l'instant. 20 000 migrants quand même partis de divers horizons du monde pour rejoindre le pays de l'oncle Sam. Ça, c'était l'année dernière ou cette année. Je ne sais plus les chiffres, comment il faut les comparer aujourd'hui parce qu'on a quelques intervenants tout à l'heure, voilà, que nous allons avoir au bout du fil. Forcément, tu t'es intéressé à ce sujet, Mohamed Ali. Effectivement, Lamine, parce qu'on ne peut pas vivre en Guinée et ne pas s'intéresser à ce sujet d'une manière ou d'une autre, parce que d'une manière ou d'une autre, ou quelque part, on a tous quelqu'un qu'on connaît, ou quelqu'un de notre famille qui est parti de cette manière-là, que ce soit par les voies de la mer vers Lampedusa, où c'est plus criminel, comme vous le soulignez tout à l'heure là, que par Nicaragua. C'est vrai quand même que depuis quelque temps, on entend plus parler de Nicaragua, et j'avoue que je connais même des parents qui ont introduit le nom Nicaragua dans le prénom de leur enfant, en fait, parce qu'ils ont eu un enfant qui est allé et qui a financé le baptême de cet enfant-là. Donc on l'appelle Lamine Nicaragua Guirassi, par exemple. Ah bon? Oui. Mohamed Ali. Sérieusement? Non, parce que en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le chemin. C'est le chemin doré, Lamine, pour les jeunes Guinéens notamment, qui passent par là pour arriver aux États-Unis, d'une manière ou d'une autre. L'autre jour, je voyais un témoignage d'un résident aux États-Unis. C'est l'artiste Ditiem qui me montrait un message. Il dit, mais mon frère, New York est rempli. Non, mais c'est tellement rempli que chaque jour, on reçoit des messages à dire, frère, aide-moi, j'ai pas de résidence, j'ai pas un lieu où... des SDF, en fait. Les grandes gueules sont remplis. Parce que tout le monde est parti. Je connais énormément de jeunes frères, de jeunes frères d'amis ou de simples connaissances qui étaient là, avec lesquels on faisait du thé, qui aujourd'hui sont tous partis. Certains sont arrivés, d'autres ne sont pas arrivés. Mais Lamine, je ne veux pas être hypocrite ce matin encore. Vous allez dire que je suis un contresens, mais je ne veux pas être hypocrite. Vous voyez, s'il y avait un projet sérieux, s'il y avait quelque chose sur lequel on peut appeler les jeunes à rester en Guinée, s'il y avait, on avait pensé, on avait quelque chose qui devait permettre aux jeunes les demander. C'est-à-dire qu'on me demande de travailler avec des spécialistes sur un projet afin de retenir les jeunes en Guinée, afin de leur dire de rester, afin de les sensibiliser, d'accepter de ce projet pour se développer au fur et à mesure, c'est volontairement que je m'y engagerai. Mais en ce moment-là, Lamine, ne comptez pas sur moi pour dire à un jeune de ne pas partir. Et pire, j'ai envie de dire, si vous partez par la mer, si vous partez par la mer, par la terre ou par le fer, comme vous voulez, eh bien partez. Si vous avez la chance, partez, quittez, partez, allez-y, retrouvez votre chance là où vous allez gagner. Et ironiquement, j'ai l'habitude de dire à mes frères, on nous a dit que Christophe Colomb a développé l'Amérique qu'en voyageant, il n'est pas resté chez lui. Magellan a fait le tour du monde puisqu'on nous l'a appris en 3 ans en pirogue. Donc, eux, ils ont réussi leur passion, ils ont réussi leur vie en sortant de ce jeu et en partant. S'il y a un Guinéen qui estime qu'en Guinée, il ne peut plus vivre parce qu'il n'arrive plus à s'en sortir, et il veut aller aux États-Unis à travers Nicaragua, s'il a les moyens, surtout s'il est doté de ses facultés mentales, c'est-à-dire qu'on ne l'oblige pas, il a fait le choix de prendre ce chemin et partir, eh bien je lui dis, va. Moi, je ne décourage pas, je ne sensibilise pas à dire rester dans ce pays. Bien, parce que je trouve que... Tu es vrai, Mohamed Ali. On est sur la même longueur d'onde. Ceux qui réussiront, réussiront. Ceux qui ne réussiront pas, et bien la chance, ça ne sourit pas à tout le monde. Cela interpelle nos responsables à tous les niveaux de prendre en compte ce phénomène. Je viens de dire que s'il y a un projet sérieux, c'est encore plus facile de retenir les jeunes. Mais quand vous les écoutez, vous-même qui avez envie de leur dire de rester, vous avez honte de leur dire de rester. Parce que vous ne les appelez à rester sur rien. Tous les matins, ils se réveillent de la même manière. Ils passent la journée de la même manière. Le même regard se porte sur eux. Un regard insupportable. Ils voient leur père et mère, leur famille pour lesquels
ils doivent faire quelque chose, ils n'arrivent pas, eh bien, ils ont envie de s'éloigner de tout ça. Ils veulent partir pour au moins trouver. Eh bien, s'ils ne trouvent pas, eh bien, qu'on ne les regarde pas de façon et qu'on les regarde pas avec un regard qui leur signifie leur impuissance. Je trouve que s'ils veulent, si vous voulez partir, partez par la mer, par la terre ou par le ciel. Si vous avez les moyens, partez au Nicaragua ou partout dans le monde, partez tout simplement. Voilà. C'est mon avis. C'est du Mohamed Ali et c'est comme ça on l'aime aussi dans les grandes gueules, évidemment. Allez, le témoignage ce matin, vous le voyez à l'écran, notre premier invité qui s'est déjà installé dans ce studio, mon cher Jacques Lévalédon. On essaie de comprendre le phénomène ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Mon cher Jacques, il est là avec nous, notre premier invité à qui je dis bonjour. Oui, bonjour, le Turbo. Bienvenue. Légende vivante. Ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bobo Baldé. Ok. Je suis le délégué exécutif du collège syndical des migrants de Guinée. D'abord, c'était les refoulés du Maghreb lorsque nous sommes revenus. Ouais. Mais après, on a rebaptisé ça en collège syndical des migrants de Guinée. Attendez, pardon. Le collège syndical des migrants de Guinée. Oui, effectivement. Vous êtes organisé, hein? Ouais. Vous êtes organisé. Oui, effectivement, évidemment, nous sommes organisés. Ouais. Ouais, mais vous me permettrez, avant de commencer, vous me permettrez, je vais vous demander de maintenir juste une minute de silence à la mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans la Méditerranée. D'accord, avec plaisir. On va marquer une minute de silence, évidemment. C'est l'émission des vrais gens. Une minute de silence, on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, Les Grandes Gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, avec M. Baldi avec nous dans cette émission ce matin, mon cher Jacques Léva. Alors Bobo, vous êtes plutôt de ceux qui ont pris la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Ce qu'on aimerait bien comprendre ce matin, pourquoi vous avez choisi de partir. Et ce collectif que vous avez organisé aujourd'hui, à la tête duquel vous vous retrouvez finalement, vous êtes au nombre de combien et pourquoi vous avez fait le choix de vous mettre ensemble? Ok, merci Monsieur Leno. Mais avant aussi de répondre à votre question, vous me permettrez de faire une brève introduction. Anna Bobo Baldé, Shukran, Akhi, Khadwa Inch'Allah, Guinée, Man Lakhrouya. Makash Mouskila, Algérie, Morocco, Libya, Koulou Nikam, Koulou GB, Koulou Sotama, Koulou Marabak, Guinée Mlera, Guinée Ken Diamant, Ken Bauxite, Ken Or, Ana Guinée, Makash Dram, Makash Frouge, Mas Koulou Chayin, Okhnaya, Ana Ouridou, Ofi Morocco, Ofi Al Jazair, Say, Ana Lohatul, Chapa. Ana lohatul Makash Arabia Bidarouring comment Ambandi Antak Antoareg Polofri Fou Bouzafri Asma la camarades. Donc ok, je vais maintenant aller avec votre question. Vous me dites qu'est-ce que vous venez de dire? Ok, ça c'est les grandes gueules que nous utilisons souvent. C'est une manière de se remémorer le temps que nous avons passé là-bas, les difficultés, la pénitence que nous avons endurée, la gangrène que nous avons subie, l'exploitation, les exactions que nous avons subies au Maghreb. Justement, donc, voilà, en parlant d'exertion, parce que je vois sur votre tête. Hein, effectivement, je vais demander d'ailleurs à votre réalisateur de faire un gros plan sur ma tête. Ouais. Vous allez me tourner un petit peu comme ça on va bien voir. Voilà. On va un petit peu. Ça se voit bien, ça se voit bien. Bon. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est un peu cela quoi. C'est pour vous dire combien de fois nous avons souffert au Maghreb, combien de fois nous avons été amoindris, nous avons été réduits, chosifiés, animalisés.
Le mot me manque. C'est ahurissant. Voilà. Pourquoi vous êtes parti? Et le paroxysme de la désolation. Pourquoi vous êtes parti, Baldé? Ok, pour mon cas précis. D'abord, moi, en Guinée, ici, j'étais enseignant, je donne des cours d'éléments du passé au lycée. D'accord. Dans 2 écoles. C'était aussi au niveau du cabinet du maire, M. Tos Kamara. D'accord. Ici à Matoto. Oui, effectivement. Donc vous étiez, vous avez un bon boulot avant de partir. Oui, quand même, plus ou moins, j'arrivais à joindre les deux bouts. Mais bon, c'est vrai que c'est pourquoi je vais d'ailleurs vous présenter ici les admissions que j'ai eues. Ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour l'Espagne. Vous voyez. C'est pour vous dire, hier quand j'ai suivi l'intervention de monsieur Tamba, j'ai failli m'incruster dans l'écran afin de l'embrasser. Eh bien... Oui, parce que ce qu'il dit, c'est tellement vrai, c'est tellement réel. C'est pas tout ce qu'ils veulent quitter, qu'ils veulent aller s'éterniser, stagner, se sédentariser en Occident. Il y a certains qui vont pour un objectif bien précis, c'est-à-dire à la recherche du savoir. Mais regardez ici, moi, je voulais... Moi, à un moment donné, j'ai voulu aller, puisque j'étais dans l'écriture, je suis romancier, j'avais un manuscrit que je voulais faire depuis l'Occident. Parce que ça s'est dit là, bon, vous savez, en Guinée, les gens n'aiment pas trop lire. Mais quand tu publies depuis l'Occident, là-bas, c'est beaucoup plus d'influence peut-être. Beaucoup d'influence, beaucoup plus de teneur. D'accord. J'ai voulu faire publier ça depuis l'Occident. Mais malheureusement, c'était vraiment difficile. On te demande de fournir des dossiers, tous les dossiers requis. Mais malheureusement, malencontreusement, je ne sais pas, c'est comme si c'est des gens qui ont une haine viscérale. Mais pourquoi vous n'avez pas cherché le visa pour partir, mon cher Baldé? Je dis, voici, ça c'est les demandes, ça c'est pour le visa, ça c'est pour la France, ça c'est l'IFD, j'avais l'association. Et ça c'est pour l'Espagne, j'avais tout rempli. Et tout ce qu'ils ont demandé, je l'ai fait. Malheureusement, ils refusent le visa. Et puis les motifs, par exemple, pour ce qui est de l'Espagne, les motifs évoqués, c'est bidon, c'est risible, c'est une manière de nous tourner en dérision. D'accord. Ils disent qu'ils ne sont pas sûrs à l'issue, parce que moi je voulais d'abord apprendre la langue espagnole. Ils ont évoqué comme motif qu'ils ne sont pas sûrs à l'issue des 8 mois de formation en langue espagnole que je vais me retourner en Guinée. Pendant que tout ce qui m'a été demandé, j'ai fourni ça. Ils ont demandé un compte bancaire, j'ai fourni, ils ont demandé toute la préparation faite. Tout était prêt. Mais malencontreusement, vous êtes ça à la figure, c'est vraiment ahurissant. Donc à un moment donné, après ça, je suis allé au Sénégal. J'ai aussi, puisqu'on dit souvent avec le Sénégal, c'est un peu plus facile. J'ai tenté à travers le Sénégal pour la truc là aussi, c'était impossible. Donc je me suis dit, puisque j'avais déjà des amis, des contacts en Algérie, des amis qui étaient là-bas déjà. Donc j'ai échangé avec eux, donc ils m'ont dit, Bourou, nous on n'a pas confiance à ces ambassades. Essaye de prendre la route, tu es un homme, tu es un jeune, tu vois, tente le coup, fonce. Donc j'ai cru à cela. Donc j'ai foncé. Et tu es parti. Alors, on voit que tu as vu beaucoup de choses sur la route. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On vous a maltraité, qu'est-ce qui s'est passé? Et il vous a fallu combien pour quitter le pays? Les grandes gueules. Bon, vous savez, avec le Maghreb, c'est pas aussi exorbitant que ça, comme le Nicaragua. Avec le Maghreb, même si c'est à 10 millions, 15 millions, tu peux quitter. Moi, j'ai quitté, j'avais quelque chose de 15-20 millions comme ça. J'avais laissé un peu avec mon frère, le reste, je suis allé avec. Je suis allé au Sénégal. Bon, mais dans un pays, il faut le préciser, je voulais aller à travers les ambassades légalement en fait. Mais malencontreusement, puisqu'on me refusait le visa, moi j'étais des refus à la figure, je me suis dit avec les amis aussi qui m'ont encouragé en disant tu es homme, tu es jeune, essaye de voir ce que ça va donner. Donc j'ai pris la route de la tangente et j'ai continué, j'ai pris la route des champettes. Maintenant voir le problème de là-bas, c'est vrai, moi en quittant le Sénégal, je ne pensais pas que ça allait être aussi ardu que ça. Je ne pensais pas que la pénitence serait aussi rude. De là-bas, du Sénégal, je me suis embarqué à la gare routière. On est allé jusqu'à Mali Bamako. D'accord. Là-bas, nous étions dans des bus climatisés même, c'était le confort. Mais du Mali Bamako, on est allé à Sévaré. À Sévaré, là, on vous met dans des voitures de fortune. On vous met dans quelque part là où il y a ce qu'on appelle les tchamas, les passeurs. Chacun en fonction de ses contacts, on vous place là. Donc arrivé à Sévaré, à Mopti, là aussi on nous a mis dans des voitures de fortune pour Tombouctou. Alors à Tombouctou là-bas, c'est là que la vraie pénitence commence. Là on est empaqueté dans des Toyota. Quelque chose de 47 à 50 comme ça. Juste le derrière. Il y a des gens nous qui sont géants là, nous asseyons sur les barres métalliques de fer là. Nous tenions les bras pour ne pas tomber. Et certains étaient assis à l'intérieur. Tu pouvais maintenir une même position pendant 24 heures sans bouger. Sauf des fois, s'ils ont envie de prier, ils descendent, ils font une pause de 5-10 minutes, ils prient. Mais vous ne descendez pas, vous continuez. Des fois, il y a des gens qui hurlaient de douleur. Non, on suffoquait, c'était vraiment difficile. Mais on n'avait pas le choix, il fallait continuer, puisqu'on s'est vu dedans. De Tombouctou,
on est arrivé à Inafra. De là maintenant, ça c'est la dernière ville avant l'Algérie. C'est presque, disons, c'est la ville frontalière entre l'Algérie et entre le Mali et l'Algérie. Là-bas maintenant, il faut marcher. Maintenant, ce n'est plus la voiture, il faut marcher. Là, on nous jette dans le désert et sous un soleil ardent de plus de 50 degrés. Ouais, j'imagine. De 50 degrés, en plein 11h, 12h, on vous dit marchez, allez-y, à loi. Donc là, on continue, on marche. De 11h, on est allé, par exemple, nous, notre groupe, nous étions dans les bandes de 70-80 comme ça. Mais à l'arrivée, on est arrivé dans les bandes de 3h du matin à Borz. Borz, c'est la première ville algérienne. On était, au départ, nous étions dans les bandes de 70-80, mais on est arrivé en moins de 50. Parce que moi, j'ai vu des amis tomber, ils étaient fatigués. Ils ne pouvaient plus tenir. Vous voyez ça, je me suis dit, il faut que je vienne avec ça, parce que ça symbolise notre souffrance. À travers ça, nous remplissons de l'eau, quelque chose d'aile comme ça, et nous emballons à travers les tissus pour que la chaleur ne soit pas aussi... Pour ne pas que la chaleur pénètre, pour maintenir une certaine fraîcheur. Vous voyez, non? Donc, arrivé maintenant à Borz là-bas, le nombre est réduit, parce que certains se sont perdus dans le désert. Certains sont tombés, j'ai vu des amis mourir en direct. Ils étaient fatigués, ils étaient exténués, faiblis, ils ne pouvaient plus continuer. Ils demandent de l'aide, aidez-moi, de l'eau, ou bien de l'eau. Mais l'eau qui est là, c'est bien géré, tu peux pas... Il y a des gens qui sortaient ça à 1 heure de départ, c'était fini. Les gens étaient fatigués, non, c'était vraiment le comble de l'abomination, le paroxysme de la désolation humaine. Arrivé maintenant en Algérie, là-bas, à Borz, de là aussi, il fallait passer par des maisons de foyers, on appelle ça des foyers, des ghettos, gérés par des intermédiaires, des chamans. Mais avant là-bas, d'abord, on a là-bas, chose. Voilà. Arrivé maintenant à Borz, là où on nous a embarqués dans maintenant c'était des pas zéro, fumés, parce qu'il ne fallait pas que les policiers algériens essaient d'identifier ceux qui étaient à l'intérieur. Non. Maintenant, de là-bas, de Borz, on est arrivé à Riguin. Maintenant, Riguin aussi, c'est le désert. Là, ils vous envoient pas jusqu'à la ville. Ils vous laissent à quelques 20-30 km comme ça. Ils vous disent de marcher, parce qu'eux aussi, ils ont peur. C'est des gens qui sont là à faire de la clandestinité. Vous voyez, non? Donc là, dans le désert, on a par exemple été attaqué par des clochards, on les appelle les clochards. Les clochards, c'est des jeunes tchapas. Des tchapas, bon, on les appelle tchapas parce que ce n'est pas des arabes. Des tchapas armés de gourdins, de machettes. Souvent, ils nous attaquent, ils nous dépouillent de tout ce que nous avons. Vous voyez. Et à part ça aussi, après ça, mais là, on avait pu résister, puisque les jeunes comme nous, on a pu résister. Mais après ça, nous avons été pris par la patrouille algérienne. Là, on a été pourchassés, on a été pris. La police? Oui, la police. La gendarmerie, ok. Bon, je crois que c'est la gendarmerie. Ok. Je crois que c'est la gendarmerie. On a été pourchassés par ces derniers. On s'est éparpillé. Moi, par exemple, j'ai été pourchassé. À un moment donné, j'ai pu trouver un bas-côté dans la bouche. Je me suis accosté là-bas. Mais je vous assure, monsieur Guiraussi, c'était la première fois qu'on me tient à zoo. Oh les mains, je pensais que c'était la fin. Je vous assure, hein. Mais par la grâce de Dieu, je me suis rendu compte que c'était des ripoux. Ils en voulaient à nos objets au fait. Ils fouillent le chac, ils drament, on dit macache drame. Ils essaient de voir tout ce qui était comme objet important, de valeur, que ce soit argent, que ce soit téléphone, ils retirent ça. Vous voyez. Bon, disons, on a continué comme ça jusqu'à arriver à Oran. Oran, c'est la deuxième ville de l'Algérie, la deuxième capitale. On est arrivé là-bas maintenant, moi par exemple, j'ai pris la route pour le Maroc. De là-bas maintenant, il faut prendre le train, il faut aller à la gare train. Pour aller à Magania. À Magania, la gare de Magania, tu payes 245 dinars. Arrivé maintenant au niveau de la colline. Là maintenant que tout le monde s'est réuni pour aller au Maroc. Là aussi, il y a des guideurs, il y a des chamans. Et là, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. De là-bas, parce que c'est la principale frontière terrestre entre l'Algérie et le Maroc. Et là, on est allé, et là aussi, c'était vraiment difficile. On a fait des jours et des jours de marche. C'était une pénitence incroyable. C'est juste incommensurable. Mais quand est-ce que vous avez été agressé, justement? Parce qu'on voit des agressions quand même. Effectivement. Par exemple, là-bas, au niveau on appelle là-bas Tranquillo. Le Tranquillo, ça, c'est la dernière montagne qui sépare l'Algérie du Maroc. Là, on a été chopé. Je crois que c'est les policiers algériens. Nous avons été chopés par eux. Donc on a été bastonné, malmené, et vraiment c'était vraiment ahurissant. Voilà, et on a écopé des blessures, et on a été jeté dans un village, mais par la grâce de Dieu, ces villageois nous ont accueillis, hébergés pour quelques jours. Après aussi, on s'est retourné en Algérie. C'est là où j'ai été chopé, et j'étais dans un chantier, et Tchapa, où j'ai été chopé maintenant pour le Niger. Et le Niger aussi, ça c'est une autre pénitence aussi. Le Niger, c'est là où je suis étonné, ébahi même, parce que là, c'est du retour, oui, effectivement, du retour. Lorsqu'on a été rapatrié en Algérie, bon, parce que là, lorsqu'on a été chopé là-bas, à la frontière Algérie-marocaine, nous avons été ramenés dans un village
Et de là, on est revenu à Oran. Dans un village algérien. Et là, je suis revenu à Oran, je travaille dans un chantier. Bon, on m'a chopé là-bas avec d'autres aussi. On vient, on vous prend, on sortait un beau matin, partir au travail, on vient, on vous chope, manu militari, on vous embarque comme des rebelles, vous voyez. Maintenant, au Niger aussi, ça c'est vraiment ahurissant ce qui se passe au Niger, à Asamaka. Je crois qu'une fois, j'ai écouté un témoignage d'un rescapé ou d'un guerrier à Asamaka là-bas. Là-bas, vous pouvez voir 5000 personnes dans un campo. Non, c'est ahurissant. C'est 5000 personnes pour avoir droit au manger. Il fallait t'arrêter sous un soleil à plus de 60 degrés. Tu trates là-bas, tu fais au moins 1 heure du temps, tu es arrêté. En attendant d'être servi. Vous faites une file de 7-7. Dès qu'on est plus sur 7-7, tout le monde le sait. Les conditions là-bas sont vraiment exécrables. Et là, vous voyez les toilettes, il n'y a que 2 ou 3 toilettes pour plus de 5 000. Là, on est obligé de... On fait tout dans la rue, une vision à l'état sauvage. On dort à même le sable. Des fois, on peut rester en train de manger. Il y a les tempêtes qui viennent et il y a les débris qui s'incrustent dans le manger. Des grandes gueules. C'est vraiment ahurissant. Et là aussi, pour le transport aussi, on nous met dans des camions destinés au transport du bétail. Parce qu'il fallait faire un mois là-bas avant d'aller jusqu'à Niamey, Agadez jusqu'à Niamey. Et on vous rapatrie maintenant, on vous renvoie chez nous. On nous renvoie ici maintenant à travers un avion de OIM. Et là aussi, c'est notre pénitence, il faut préciser ça, ici en Guinée. C'est pourquoi il faut vraiment que... Parce que hier, je vous ai suivi, souvent les gens se focalisent sur les difficultés, la pénitence que les migrants subissent à l'extérieur. Mais il faut aussi s'accentuer sur les fausses promesses qu'ils nous font là-bas, sur ce qu'il nous faut miroiter, qui est vraiment faux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ils nous disent là-bas que quand on revient passer, c'est pourquoi il y a des amis d'ailleurs dans les bus là, du retour au Niger là-bas, ils sautent. Il y a des gens qui ont le pied cassé, les mains cassées. Mais nous, on a pris le courage sur nous, on est revenu, on a accepté de revenir. Mais ils nous ont promis, ils nous avaient promis, tout est là, vous voyez. Les grandes gueules. Nous aurions droit à 13 500 000. Bien. Vous voyez, dès notre arrivée, on a droit à 500 000, 3 millions dans une plus Orange Money et les 10 millions, en francs guinéens, nous devions recevoir ça en nature. Mais malencontreusement, il y a des cas de tapis ici à OIM. Je crois que c'est des gens de chétan. C'est juste hallucinant. Attendez, vous parlez de l'OIM là? De l'OIM, oui, en Guinée, c'est de l'OIM. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, vous voyez. Oui, cherchez le document. Nous, par exemple, on a manifesté. Il y a des migrants qui sont accompagnés. Oui, il y a des... Madame, vous appuyez le micro. Oui. Il y a des migrants qui sont accompagnés. Moi, j'ai suivi spécifiquement quelques cas où, par exemple, des dames qui ont eu des difficultés, mais qui sont revenues, qui ont été accompagnées. Il y en a une qui était couturière. On lui a ouvert un atelier de couture équipé, en lui donnant même les tenues pour pouvoir reprendre son activité. Qu'en est-il pour votre cas? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, par exemple, quand nous on est revenus, ils nous avaient promis à l'issue d'1 ou 2 semaines, nous recevions ces 10 millions en nature. Parce qu'à notre arrivée, on reçoit 500 000 en nature et 3 millions, cash et 3 millions dans les bus Orange Money. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Ils vous disent les 10 millions en nature, vous recevriez ça à l'issue d'1 ou 2 semaines. Bien. Maintenant, on attend. Vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi? Après un mois d'attente, vraiment, ça passe pas, ça bouge pas. On appelle ces chances radio. Ça passe pas, ça bouge pas. Je décide, avec des amis, nous avons décidé de mettre en... Les grandes gueules. Les reflets du Maghreb, que j'ai la chance de diriger. Et après qu'il est devenu le collège syndical des migrants de Guinée, je suis allé avec les amis, nous sommes allés, on a dit, on vous appelle et vous ne décrochez pas. Ou bien des fois, c'est pour décrocher, pour dire, attendez, patientez. On dépose les projets, après un mois, vous dites que c'est pas bon, reprenez tout. Maintenant, on est venu pour ça, vraiment, à quel niveau se situe notre projet de réintégration. Bien, ça c'est notre sujet que nous allons aborder, si vous voulez bien, mon cher ami, on est pris par le temps malheureusement. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à ces jeunes qui nous regardent à la télévision, qui nous écoutent également aussi à la radio? Bon, moi, ce que je veux dire à ces jeunes, je sais que c'est pas facile. Bon, moi, quand même, moi précisément, c'est vrai que si je savais que ça serait aussi difficile que ça, je n'aurais pas pris cette route. Mais moi, quand même, je peux dire que je ne regrette pas d'avoir pris cette route. Parce que ça m'a permis d'avoir une certaine expérience. Et ça m'a permis de voir des choses qu'on nous disait souvent à la télé, à la radio, donc les gens se racontaient à bouche oreille. Maintenant, j'ai touché de l'Est. C'est poignant maintenant, c'est tangible. Mais il faut me permettre aussi de lancer un appel au niveau de la direction des Guinéens de l'étranger, mais aussi au niveau du language qui sont des migrants. Parce que vraiment c'est difficile. Nous, quand on est revenu, nous avons rencontré même le procureur Yamoussa Conté qui nous a même fait ici un soir transmis il y a maintenant 4-5 mois de cela. Parce que moi, depuis que je suis revenu, ça fait maintenant plus d'1 année, 5 mois. Et jusqu'à présent,
on est exclu. Ils disent qu'ils ne nous réintègrent pas juste parce qu'on est allé demander à quel niveau se situe votre réintégration. On a tapé les portes, on est allé au niveau de la direction des Guinéens de l'étranger, M. Saïd Choubari. Il nous a reçus, il n'a rien fait. On est allé au niveau du MATD, on a été reçu par M. Lancé Touré qui s'occupe de la crise actuellement. Ce monsieur aussi nous a reçus, il nous a fait de belles promesses. Après, on l'a fait plus de 50 fois, il ne décroche pas. Et après ça, on est allé au niveau du CNT. On a vu honorable Soraya Keita qui dirige la commission affaires étrangères. Lui, quand même, franchement, il nous a fait. Quand même, ça commence à bouger un peu, mais jusqu'à présent, ça c'est pas au bout. Voilà. Ouais, donc, qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que vous n'avez pas raison de vous attaquer aux autorités quand vous venez, vous voulez coûte que coûte, qu'on vous trouve quelque chose, alors qu'il y en a d'autres qui ont des initiatives, mais qui n'ont pas pris ces chemins et qui veulent aussi être assistés par l'État, parce que vous êtes tous des Guinéens. Vous savez, il y a un principe en droit qui dit que les engagements également faut maintenir le respect de fois par les parties engagées. Si ils nous ont promis telle chose, ils doivent s'exécuter. C'est aussi simple que ça. Bien. C'était pas une obligation pour eux. Bien sûr, quand on a proposé la mise en place de la DNI, la Direction nationale pour l'inclusion des migrants, nous on a fait cette proposition, on a fait les tournées dans différentes institutions, Parce que pour nous c'est ça la solution. Il faut dire aux migrants quand ils deviennent à droit à rien. Bien. Mais s'ils disent que toi-même c'est un migrant, on doit te donner ça. Parce que c'est le droit. Il faut que vraiment les gens acceptent. Est-ce que vous qui êtes rentrés, il y a certains parmi vous qui ont quand même bénéficié? Oui, c'est vrai que certains ont bénéficié. Mais il y a aussi beaucoup qui n'ont pas bénéficié. Moi, mon problème dans tout ça, c'est que si on vous accorde tout ça, c'est comme encourager des jeunes à aller pour revenir et intégrer votre groupe, alors qu'on ne veut même pas que vous existez. En fait, le projet, c'est pas que des migrants guinéens existent. Mettre une institution qui va vous aider à vous développer à travers ça, c'est comme si dire à un jeune chômeur, va au Mali. Quand tu n'arrives pas à passer de toute façon, tu n'as rien à perdre. C'est soit tu traverses ou tu reviens, on te réintègre dans un groupe et puis tu peux te développer. Sauf qu'il y a certains aussi qui reçouvent des montants et qui reprennent le chemin. Moi, je pense que ça, c'est un dédommagement. Parce que là-bas, on a été pris manipulé. Parce qu'il faut. Non, mais attendez. Oui, c'est un dédommagement. Qui vous a endommagé? C'est eux, parce que c'est l'Union européenne qui finance cette. C'est l'Union européenne qui finance ce rapatriement illégal. C'est eux qui financent ça. Donc s'ils décident aussi à notre arrivée ici, ce qu'on nous a retiré là-bas, ce qu'on nous a voué là-bas, de dédommager ça, je pense que c'est une bonne rétribution. Voilà. Baldé était avec nous ce matin. Mon cher Baldé, un numéro de téléphone peut-être pour ceux qui nous regardent à la télévision, parce que c'est une association, j'imagine. Effectivement, c'est une association de migrants. Voilà. Et voilà, il faut aussi préciser, à part d'être le délégué exécutif du Collège syndical des migrants de Guinée, je suis aussi écrivain. Je dirige aussi le conseil politique de l'Alliance nationale des patriotes de Guinée. Donc je suis polyécrivain, je suis écrivain, je suis politicien, je suis société civile. Oui, ça c'est bien ça. C'est moi que j'ai mis en place, que j'ai pensé, donc on va essayer d'insérer ça. C'est bien ça. Le 610. Le 610, 10 encore. Oui. 44. 87. Voilà. Merci beaucoup d'être passé chez les grandes gueules. Merci la légende. Voilà. Vraiment fier de vous. C'est vraiment une fierté pour moi de vous retrouver face à vous. Merci beaucoup. Et aussi avec notre Djadja national. Voilà, vous êtes chez vous ici. Vraiment, merci pour merci, tout. Voilà. Merci. La radio des vrais gens, mesdames et messieurs. Dans un instant, l'émission continue.